projet Sintercalm, c'est d'abord un projet qui va travailler sur l'impact environnemental des pollutions industrielles, puisque les calanques étaient considérées, notamment au XIXe siècle, mais jusque dans les années 20, comme un espace de relégation des industries les plus polluantes de l'agglomération marseillaise, essentiellement les usines de plomb, mais aussi des usines de soude, de soufre. On a même une raffinerie de pétrole. C'est un projet qui a une histoire, puisque nous nous sommes rencontrés en 2013 avec Isabelle lors d'un colloque que nous avions organisé à la MMSH sur pollution industrielle et espace méditerranéen. Et au cours de ce colloque, nous avions constaté que finalement nous travaillions tous les deux, et d'autres chercheurs aussi, sur le même terrain, dans les Calanques par exemple, à l'Escalette, mais avec des approches complètement différentes et en même temps complémentaires. Alors on a commencé à réfléchir comment finalement voir un objet de recherche sous différents angles. Celui de l'histoire, parce qu'il y avait un passé donc industriel, une approche qui est aussi sociologique, parce que c'est un territoire qui a toujours été habité, une approche géographique, parce qu'il fallait spatialiser ces informations. Et puis on a continué sur une approche de diagnostic chimique et écologique pour pouvoir vraiment avoir un diagnostic présent qui soit avec ces différents éclairages et puis pouvoir faire des préconisations pour le futur. Donc, en fait, à chaque étape, passé, présent, futur, on a voulu l'interaction de l'ensemble des disciplines pour avoir une approche qui soit la plus intégrative possible. Alors ici, on est devant les ruines de l'ancienne usine de l'Escalette, qui a donc traité les minerais de plomb de 1850 à 1925 à peu près. Et c'est vrai qu'à l'heure d'aujourd'hui, on voit donc les ruines. Mais grâce justement aux échanges qu'on a pu avoir avec les historiens, on a pu mettre des significations sur ces ruines, c'est-à-dire dans quelle zone était fait quel traitement, quelle étape de traitement des minerais de plomb. On a également pu faire les analyses des éléments traces métalliques, c'est-à-dire le plomb, l'arsenic, l'antimoine, le cuivre, le zinc essentiellement. Et on a pu donc avoir une idée des niveaux de concentration de ces déchets. Et on a pu faire des relevés aussi phytoécologiques pour pouvoir mettre en relation les végétaux qui se sont réinstallés sur ces zones plus ou moins contaminées. Donc en fait, on a une végétation qui petit à petit a couvert par endroits, pas partout, elle n'est pas uniforme. Certaines zones qui sont contaminées. Et finalement, au regard des usagers, ça rend un peu invisible la pollution. C'est-à-dire que s'il n'y a pas une lecture du paysage, si on n'a pas des éléments pour raconter l'histoire du site, eh bien on pourrait oublier cette pollution, on pourrait l'ignorer. Et c'est très important de prendre conscience de ce qui s'est passé pour pouvoir mieux gérer cette pollution qui est maintenant assez diffuse sur un vaste territoire. Oui, parce que lorsque on regarde ces vestiges finalement de cette usine et qu'on se promène à l'intérieur avec tous ces pins face à la mer, etc., on se croirait un peu dans Nos Atipasa de Camus, et en réalité c'est une usine de plomb, donc une usine qui était particulièrement polluante. Et c'est vrai que là, grâce aux archives et notamment grâce à ce postdoctorant qu'on a pu recruter sur les fonds d'Amidex, eh bien, on a pu retrouver tous les plans des bâtiments, leur mode de fonctionnement, où était entreposé le crassier, etc. Donc ça nous permet de rendre visible ce qui aujourd'hui apparaît finalement comme une sorte de ruine, en ayant perdu la signification finalement. Ce sont des éléments vraiment puissants. Ça permet d'avoir des réflexions ensuite sur tout ce qui est réglementation de cueillette, donc le rapport santé humaine, santé environnementale. Ça permet aussi d'avoir un aspect sécuritaire de manière à comment les personnes vont pouvoir aller dans l'espace sans mettre en danger leur propre santé. Donc peut-être des mises en défense de certains lieux, type les cheminées qui sont encore ouvertes au public sur ce site comme sur d'autres sites. Donc là, on est vraiment sur ces interdépendances de socio-écosystèmes. En partenariat avec le Parc national des Calanques et le lycée agricole des Calanques, on a pu mettre en place un essai pilote en installant sur des pierriers, donc des zones très polluées et sans ou presque sans végétation. On a pu donc installer des plantes locales, essayer de voir comment elles allaient se développer et si on pouvait accompagner une revégétalisation pour essayer de fixer cette pollution. Parce que si on ne fixe pas le sol,
on risque un envol de poussière quand il y a du vent, ou on risque des phénomènes de lessivage du sol et donc ces transferts de pollution qui peuvent être préjudiciables à la santé humaine, mais aussi à la santé environnementale. En ce qui concerne l'histoire, évidemment, il y a une dimension recherche-action qui est intéressante. D'abord parce que nous avons eu un gros travail pour identifier et retrouver tous ces sites, toutes ces zones polluées, à la fois les vestiges des usines, mais aussi tous les crassiers. Donc ça permet évidemment après au parc de sécuriser ces sites, de les signaler. Mais on peut jouer un rôle du point de vue pédagogique, puisqu'évidemment ces vestiges qui restent et qui posent un problème au parc dans la gestion du territoire peuvent être utilisés pour développer toute une action pédagogique de formation du public scolaire, mais aussi des touristes, sur la relation homme-milieu des sociétés passées, sur aussi l'importance des choix qu'on peut faire pour les sociétés futures, et donc d'éviter peut-être aussi de reproduire les mêmes erreurs. Une fois notre recherche effectuée, s'est posée la question du délivrable de tous ces travaux. Et avec Isabelle Lafanchoppe, nous avons décidé de réaliser un ouvrage, mais un bel ouvrage. Un ouvrage qui soit à la fois un beau livre, malgré le sujet qui n'est pas effectivement très glamour, mais du consacré de beaux documents, puisque nous avions trouvé dans les archives. Et on voulait aussi un ouvrage qui touche le public international, donc on le voulait entièrement franco-anglais. Franchir la frontière entre sciences humaines et sciences dures ou sciences de la nature, ce n'est pas nécessairement quelque chose qui est facilement accepté, y compris dans nos disciplines respectives. Souvent, on nous indique qu'on va se diluer et on va perdre en visibilité en franchissant cette frontière. En réalité, l'expérience que nous avons menée montre que c'est un deal gagnant-gagnant pour toutes les disciplines et que ça permet surtout de mieux cerner notre objet d'étude, parce que je pense qu'il serait un petit peu présomptueux de supposer qu'avec une seule discipline, on est capable d'aborder la totalité d'un problème comme la question des pollutions industrielles.